L'affaire que nous allons examiner aujourd'hui a, en effet, profondément bouleversé l'ensemble du pays. Cela tient peut-être, en premier lieu, au fait que la victime était encore un enfant. De surcroît, il est mort dans ce qui semblait être le lieu le plus sûr pour lui, autrement dit dans sa propre maison, en présence de sa mère et de ses sœurs. Malheureusement, les circonstances exactes de la mort de l'enfant demeurent, à ce jour, non élucidées. Les forces de l'ordre ont avancé plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer ce qui aurait pu se produire au cours des dernières heures de sa vie, mais aucune d'entre elles n'a permis d'identifier ni d'arrêter les auteurs de ce crime. Lorenzo Ahmed González Cacho est né le 29 novembre 2001. Il était le deuxième enfant issu du mariage d'Ana Cacho et de son époux Ahmed Ali González. Lorenzo était un petit garçon très actif et débordant d'énergie, comme tant d'autres enfants de son âge. Ses proches ont remarqué que, dès son plus jeune âge, il manifestait une vive attirance pour le sport. C'est pourquoi ses parents l'ont inscrit, sans la moindre hésitation, à des cours proposés par l'académie locale de football. Selon eux, cet environnement lui permettrait non seulement de canaliser son énergie, mais aussi de tisser des liens avec de nouveaux camarades. Il faut reconnaître que la famille du jeune garçon ne s'est pas trompée dans le choix de cette activité sportive. Lorenzo est rapidement devenu un enfant encore plus épanoui, ouvert et souriant. Les parents du garçon résidaient alors dans la ville de Dorado, située sur la côte nord de Porto Rico, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de San Juan. Leur maison se trouvait au sein d'un complexe résidentiel haut de gamme appelé Dorado del Mar. Malheureusement, comme cela arrive souvent, Ahmed et Anna ont pris la décision de se séparer. Cela ne signifie pas que leur divorce a été facile, mais compte tenu de l'intensification de leur dispute, une telle décision semblait tout à fait raisonnable. D'un commun accord, il avait été convenu que leurs deux filles ainsi que leur fils resteraient auprès de leur mère. Malgré cela, les enfants continuaient à voir leur père régulièrement et passèrent parfois le week-end avec lui, du vendredi au lundi. En somme, la situation paraissait relativement stable et chacun semblait s'en accommoder. Pourtant, les choses ont rapidement changé. Le 9 mars 2010, vers 6 heures du matin, Anna, tenant son fils Lorenzo dans les bras, franchit le seuil d'un des centres médicaux de la ville. Ce type d'établissement est destiné à assurer des soins d'urgence aux patients dont la vie est en danger immédiat. Dès son arrivée, la femme déclara à un membre du personnel que son fils était tombé de son lit à leur domicile et s'était violemment cogné la tête. Il convient toutefois de préciser que, de l'extérieur, la situation paraissait bien plus alarmante. Les blessures visibles sur le corps et le visage de l'enfant laissaient penser qu'il avait, au minimum, été victime d'un accident de la route. Malgré tous les efforts déployés par l'équipe médicale, il était pratiquement impossible de venir en aide à Lorenzo à ce stade. Son état était extrêmement grave. Le torse du jeune patient présentait d'importantes déformations et sa tête portait plusieurs lésions, ne laissant plus apparaître le moindre signe de vie. Une tentative de réanimation fut bien entendu engagée, mais comme mentionné précédemment, tous les efforts des médecins se révélèrent vains. Finalement, vers 6 heures du matin, le décès de l'enfant fut officiellement constaté. Ayant pleinement pris la mesure de la situation, les médecins de l'établissement tentèrent alors d'interroger la mère avec davantage d'attention, afin de comprendre l'origine des blessures particulièrement graves observées sur le corps du garçon. Dans un tel contexte, il pouvait sembler illusoire d'espérer qu'une femme accablée de chagrin, dont l'enfant venait de mourir sous ses yeux, soit en mesure de relater spontanément tous les détails de ce qui s'était réellement passé. Pourtant, elle livra sa version des faits. Mais celle-ci souleva davantage de doutes qu'elle n'apporta de réponse. D'autant plus qu'un examen attentif du corps de l'enfant révéla la présence de sang séché à la surface de plusieurs plaies. Un tel élément laissait supposer que le sang avait coulé un certain temps avant l'arrivée à l'hôpital, ce qui impliquait soit que les blessures ne résultaient pas d'une chute soudaine, soit que la mère avait tardé à solliciter une assistance médicale. Par ailleurs, l'ampleur et la diversité des lésions constatées ne correspondaient aucunement à celles que pourrait provoquer une simple chute. Certaines blessures visibles sur le visage du garçon semblaient, en effet, avoir été infligées à l'aide d'un objet tranchant. En somme, de nombreuses questions demeuraient en suspens. Anna semblait ne pas pleinement réaliser ce qui était arrivé à son fils, ce qui en soi pouvait se comprendre. Toutefois, son attitude étrangement calme laissait plutôt penser qu'elle ne ressentait aucun véritable chagrin face à la mort de l'enfant. C'est peut-être pour cette raison que le personnel du centre médical décida de contacter la police et d'informer les autorités de l'incident.
Bien entendu, ils en informèrent la mère. Celle-ci, en retour, réagit de manière étonnamment ambiguë. À la surprise générale, elle déclara qu'il n'y avait aucune raison de procéder à une telle démarche. Elle insista même fermement pour que les soignants n'alertent pas les forces de l'ordre. Néanmoins, le personnel médical ne tint pas compte de cette demande et contacta tout de même la police alors qu'Anna se trouvait à l'extérieur du bâtiment. Environ 10 minutes plus tard, plusieurs véhicules de patrouille, accompagnés d'agents de police et de membres du service médico-légal, arrivèrent sur les lieux. Leur priorité était de procéder à une autopsie complète du corps de l'enfant afin de déterminer avec exactitude la cause du décès. Ils devaient également interroger Anna ainsi que ses 2 filles, présentes au domicile au moment des faits. La première version des déclarations fournies par la mère de Lorenzo était la suivante. Selon ses dires, elle dormait dans sa chambre lorsqu'elle entendit le cri de sa fille cadette. Cette dernière aurait alors lancé « Maman, Lorenzo a mis du sang sur mon lit ». En entendant ces mots, la mère aurait été saisie de panique, même si elle ne comprenait pas encore précisément ce dont il s'agissait. Elle s'était aussitôt rendue dans l'une des chambres des enfants et, en allumant la lumière, avait découvert son fils allongé au milieu de la pièce, baignant dans une mare de sang. Selon ses propres mots, face à une telle scène, elle serait restée figée par la terreur. Elle aurait affirmé qu'elle ne savait pas vraiment comment réagir dans une situation de ce genre. Finalement, elle aurait réveillé sa fille aînée et lui aurait demandé d'apporter des vêtements pour le garçon ainsi que quelques autres effets personnels. Juste après cela, elle se serait dirigée vers un centre médical. Enfin, la mère précisa qu'en chemin vers l'hôpital, elle avait informé le père de Lorenzo ainsi que ses propres parents de ce qui venait de se passer. Tous se seraient rendus sur place quelques heures plus tard pour s'entretenir avec les représentants des forces de l'ordre. Au départ, les autorités pensaient être confrontées à un simple accident domestique. Conformément à la pratique en vigueur dans le pays, ce type d'affaires était en général confié à de jeunes procureurs afin qu'ils acquièrent de l'expérience et, comme on dit, fassent leurs armes. Cependant, cette affaire s'est révélée bien plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. En conséquence, des erreurs notables furent commises dès les premières phases de l'enquête. Erreurs qui, selon toute vraisemblance, ont influé sur le déroulement ultérieur de l'ensemble de la procédure. Parmi ces défaillances figurait par exemple un examen inadéquat du lieu présumé des faits. Sur les lieux, les représentants des forces de l'ordre ne prirent même pas la peine de relever des empreintes digitales, ni de recueillir des échantillons d'ADN. Une telle démarche ne fut même pas envisagée, dans la mesure où l'identification d'un éventuel auteur ne faisait alors pas partie de leurs priorités. Par ailleurs, l'expert chargé de l'inspection des chambres décida de ne saisir que 3 éléments en tant que pièces à conviction. Une couverture, un drap et un oreiller. Le matelas, pourtant marqué par une large tache de sang, ne sembla susciter aucun intérêt particulier. Plus tard, l'expert justifia cette décision en expliquant qu'il avait uniquement retenu les objets ayant, selon lui, été en contact direct avec le corps de l'enfant. Étant donné que le matelas était recouvert à la fois par le drap et la couverture, il estima qu'il n'était pas nécessaire de s'y attarder. En définitive, cet élément fut tout simplement laissé sur place. À la suite d'une inspection aussi superficielle de la maison, quasiment toutes les opérations d'enquête sur les lieux furent suspendues. Ainsi, dès le lendemain, ou presque, la mère de l'enfant décédé, accompagnée de ses 2 filles, fut autorisée à regagner son domicile et à reprendre le cours de sa vie. Cette décision des autorités suscita elle aussi de nombreuses interrogations, bien que celles-ci n'aient été formulées que plusieurs années plus tard. Dans l'intervalle, Carlos Cacho, le père d'Anna, se rendit chez sa fille dans le but d'effacer toute trace susceptible de rappeler les circonstances du drame. Selon ses propres déclarations, il aurait agi dans l'unique intention de permettre à ses petites filles de réintégrer leur chambre sans être confrontées aux souvenirs des événements tragiques entourant la mort de leur frère. Par ailleurs, il se débarrassa presque immédiatement du fameux matelas en le jetant dans une décharge municipale. Il affirma avoir agi sur les conseils du procureur lui-même. Il convient également de préciser que le véhicule utilisé par Anna pour transporter son fils jusqu'au centre médical appartenait à son père. Il va sans dire que l'habitacle du véhicule aurait très probablement pu contenir des éléments de preuve en lien avec les faits survenus ce jour-là. Toutefois, Carlos eut le temps de laver entièrement la voiture avant que les forces de l'ordre ne s'y intéressent. Étant donné que ces dernières n'avaient alors toujours pas l'intention de procéder à son inspection,
il ne peut être formellement accusé d'avoir tenté de dissimuler des preuves. Pendant ce temps, les membres de la famille du garçon décédé attendèrent les résultats de l'autopsie, dans l'espoir de connaître avec certitude les causes exactes de sa mort. Tous affirmaient n'avoir aucun lien avec ce qui s'était passé. Le rapport d'autopsie, quant à lui, fut établi presque dès le lendemain du drame qui avait coûté la vie à Lorenzo. Les conclusions des autorités marquèrent le point de départ de l'un des procès les plus médiatisés et les plus controversés de l'histoire judiciaire de Porto Rico. Selon les experts médico-légaux, les lésions observées sur le visage de Lorenzo ne correspondaient en rien à des blessures qui auraient pu être causées par une chute. En réalité, une telle conclusion pouvait être tirée rien qu'à partir d'un simple examen visuel. Sur la base de ces éléments, l'affaire fut presque immédiatement requalifiée. D'un accident présumé, elle passa au statut de crime contre la vie humaine. Par ailleurs, comme on l'a appris par la suite, l'enfant présentait également un traumatisme crânien sévère ainsi qu'une fracture du nez. Ces blessures étaient très probablement la conséquence d'un choc contondant infligé de manière délibérée. Les experts ont notamment attiré l'attention des autorités sur le fait que le visage de l'enfant comportait plusieurs lésions provoquées par un objet tranchant. Selon eux, ces plaies auraient pu être infligées à l'aide d'un couteau ou d'un instrument similaire. Les conclusions du rapport médico-légal indiquent également que l'agresseur, quel qu'il soit, avait porté les coups alors que la victime se trouvait déjà en position allongée. Il convient par ailleurs de souligner un écart significatif dans l'estimation de l'heure du décès. Selon les spécialistes, la mort serait survenue bien plus tôt que ce qu'avait initialement indiqué le centre médical. Les résultats de l'autopsie ayant modifié le cours de l'enquête, les autorités décidèrent de procéder à une nouvelle inspection des lieux. Il convient toutefois de noter qu'à ce stade, la maison avait déjà été presque entièrement débarrassée de toute trace de l'incident. Autrement dit, s'il y avait eu des empreintes digitales ou des traces d'ADN appartenant à un éventuel suspect, celles-ci avaient très probablement disparu à la suite du long processus de nettoyage. Dans ces conditions, les enquêteurs ne pouvaient plus raisonnablement espérer retrouver des éléments de preuve tangibles. Parmi les rares objets découverts sur place, figurait une pipe destinée à la consommation de substances illicites. Ces substances, d'ailleurs toujours présentes sur les lieux, se sont avérées appartenir à la mère de l'enfant. Il est établi que cette découverte n'a eu aucun impact direct sur le déroulement de l'enquête. Toutefois, cette circonstance a gravement entaché la réputation d'Anna. Parmi les autres découvertes intrigantes figurait un petit sac qui ne semblait appartenir à aucun des occupants de la maison. À l'intérieur se trouvaient divers documents, ainsi qu'un tube de dentifrice et une brosse à dents. Il s'est avéré que les papiers en question appartenaient à un homme qui, pour une raison difficile à expliquer, venait tout juste d'être libéré de prison. Cet individu n'était autre que Luis Gustavo Rivera Seijo, un délinquant atteint de troubles psychiatriques, connu sous le surnom de El Manco. En effet, les documents retrouvés contenaient des informations précises sur sa récente remise en liberté. Une telle découverte fit immédiatement de El Manco un suspect majeur dans l'enquête. Il ne fut cependant pas le seul à faire l'objet d'investigations, nous y reviendrons ultérieurement. Presque immédiatement après l'autopsie, il fut révélé que la mère de Lorenzo souhaitait faire incinérer le corps de son fils dans les plus brefs délais. Toutefois, le père de l'enfant s'y opposa fermement. Il apprit, de manière presque fortuite, l'intention de son ex-épouse et prit immédiatement contact avec les forces de l'ordre. Selon lui, le corps devait être inhumé de manière traditionnelle. Il estimait qu'en cas de crémation, les autorités ne seraient tout simplement plus en mesure d'effectuer une seconde autopsie, si celle-ci s'avérait nécessaire. Ce souhait exprimé par la mère de l'enfant suscita non seulement l'étonnement d'une partie de l'opinion publique, déjà très attentive à l'affaire, mais également certains soupçons du côté des enquêteurs. Cela n'avait rien de surprenant. L'enquête sur la mort de l'enfant était déjà requalifiée en affaire de meurtre, et le comportement de la mère pouvait donner l'impression qu'elle cherchait à éliminer toute preuve matérielle susceptible de l'incriminer. Finalement, les autorités firent droit à la demande du père, et l'enfant fut enterré selon les rites traditionnels. Quelques jours après l'enterrement de l'enfant, l'enquête prit une nouvelle tournure. Anna fut convoquée au parquet général pour un nouvel interrogatoire. Conformément à la procédure, elle se présenta au rendez-vous accompagnée de ses avocats, lesquels lui conseillèrent de garder le silence. Il est difficile de déterminer si ce conseil était réellement avisé, car en refusant de s'exprimer, la mère de Lorenzo devint automatiquement l'un des principaux suspects dans l'affaire. Apparemment, ses défenseurs suivaient une stratégie bien définie et agissaient dans ce cadre,
dans le but de préserver l'image publique de leur cliente et de la protéger d'un éventuel scandale. Quelques jours après que les médias eurent révélé qu'Anna avait refusé de témoigner, ses avocats organisèrent une conférence de presse d'envergure. Ils déclarèrent que leur cliente avait choisi de ne pas coopérer avec les autorités uniquement parce qu'elle se considérait comme innocente. En outre, le simple fait d'être interrogée en qualité de suspecte l'avait profondément offensée. Les avocats précisèrent également que la famille d'Anna, en l'occurrence ses parents, envisageait d'engager un détective privé afin d'élaborer sa propre version des faits et surtout une version indépendante de celle des enquêteurs. Il est vrai que cette décision serait par la suite amèrement regrettée, mais à ce stade, nul ne pouvait encore en mesurer les conséquences. Après avoir pris connaissance des déclarations des avocats d'Anna, les forces de l'ordre sollicitèrent l'assistance de leurs homologues plus expérimentés du FBI. Dès le début de leur intervention, les agents fédéraux portèrent une attention particulière à l'individu surnommé El Manco. Il apparut rapidement que sa remise en liberté résultait d'une erreur ou d'un oubli de l'administration judiciaire. Ces conclusions reposaient principalement sur des éléments relatifs à son état psychiatrique. L'homme souffrait de troubles mentaux sévères et n'était manifestement pas en mesure de se réinsérer dans la société. Les enquêteurs fédéraux entreprirent alors de le localiser, afin de comprendre pourquoi ses effets personnels avaient été retrouvés sur les lieux du drame, et surtout, de déterminer s'il avait joué un rôle dans l'agression de l'enfant. Ainsi, 2 semaines après la mort de Lorenzo, El Manco fut de nouveau appréhendé par les autorités. Plusieurs médias relayèrent aussitôt l'information, titrant que la police avait interpellé un individu souffrant de troubles psychiatriques remis en liberté par erreur. Lors du premier interrogatoire, le détenu déclara s'être introduit dans l'enceinte du complexe résidentiel grâce à un parent d'une de ses nombreuses connaissances. Cette version fut d'ailleurs confirmée assez rapidement. Il admit également avoir volé un téléphone portable à un passant, des faits qui, de manière surprenante, furent eux aussi corroborés. Il indiqua ensuite qu'au petit matin du 9 mars, il se trouvait dans les environs d'un restaurant de restauration rapide, situé non loin du domicile de Lorenzo. Ces déclarations ne firent que renforcer l'hypothèse selon laquelle El Manco aurait effectivement pu être impliqué dans l'agression de l'enfant. À ce stade de l'enquête, il devint ainsi le principal suspect. Entre-temps, un autre problème apparut au sein de la famille d'Anna. Les filles de cette dernière, présentes sur les lieux de l'incident, devaient également être entendues par les autorités. Anna et ses parents exprimèrent toutefois leur profond désaccord, estimant que cette procédure n'était pas nécessaire. Cela aurait pu sembler n'être qu'une simple formalité, mais pour une raison inconnue, Anna s'opposait à ce que ses filles s'expriment devant les enquêteurs et, de manière tout aussi déroutante, elle refusait d'être seule avec elle. Il devint rapidement évident que la police ne renoncerait pas à interroger les enfants. Dans cette situation, la seule option qu'il restait à Anna fut, semble-t-il, d'exercer une certaine pression sur ses filles. Après avoir appris que des tentatives d'influence avaient été exercées sur les témoins mineurs, les services compétents décidèrent de suspendre les auditions. Par mesure de précaution, et afin de garantir la neutralité des témoignages, les autorités décidèrent également de retirer temporairement les enfants du foyer familial, au moins pour la durée de la première phase de l'enquête. Parallèlement, les forces de l'ordre engagèrent une nouvelle procédure à l'encontre d'un certain Jesús Genaro Camacho, alors compagnon de la mère de Lorenzo au moment des faits. D'autres hommes furent également visés par l'enquête, notamment William Marrero, agent fédéral de l'immigration au service du gouvernement des États-Unis, ainsi qu'Arnaldo Colon, surnommé Naldi. D'après les enquêteurs, ces individus se seraient rendus chez Anna entre la soirée du 8 mars et la matinée du 9 mars 2010, jour où Lorenzo fut retrouvé grièvement blessé. Une avancée, certes modeste, se produisit peu après le début des investigations portant sur ces hommes. Cette évolution sembla inciter Anna à réagir. Elle se présenta spontanément devant les autorités pour leur remettre certains éléments de preuve. Son objectif était clair, être définitivement retirée, ainsi que ses proches, de la liste des suspects. Selon ses déclarations, elle n'avait aucun lien avec la mort de son fils et ignorait tout de l'identité de l'auteur ou des circonstances du drame. À travers ses propos, Anna affirmait surtout qu'elle n'avait rien à cacher et personne à protéger. Le lendemain, Anna recontacta les agents fédéraux. Cette fois, elle affirma avoir omis de mentionner certains détails qu'elle considérait comme particulièrement importants pour l'enquête. Elle déclara ainsi que, dans la nuit du 8 au 9 mars,
Elle avait eu un rapport sexuel avec l'agent fédéral de l'immigration William Marrero, lequel se trouvait effectivement à son domicile ce soir-là. Elle précisa également avoir consommé ce jour-là de l'alcool ainsi que des substances illicites. Selon ses propres dires, les quantités ingérées étaient négligeables et n'avaient eu aucune incidence sur sa lucidité ou sa capacité à comprendre ce qui se passait. Elle insista sur le fait qu'elle n'était pas dépendante de ce type de substance et qu'elle n'en faisait usage qu'occasionnellement, à des fins de relaxation. Dans l'ensemble, ces informations n'étaient ni nouvelles pour les agents fédéraux, ni surprenantes pour les autorités compétentes. Celle-ci avait déjà trouvé à son domicile non seulement les substances mentionnées, mais aussi l'appareillage permettant leur consommation. Malgré cela, Anna fut contrainte de se soumettre à un test toxicologique, afin de déterminer de manière fiable la présence éventuelle de drogue dans son organisme, au moins sur les semaines précédant les faits. Revenons à l'autre suspect, celui que l'on surnomme El Manco. Il avait d'ailleurs sa propre version des faits. Interrogé par le FBI, l'homme admit presque immédiatement son implication dans l'homicide de Lorenzo. Selon ses déclarations, il serait entré dans la maison en escaladant l'un des murs de clôture. C'est à ce moment-là qu'il aurait laissé tomber un sac contenant ses papiers d'identité et d'autres effets personnels. Il décrivit ensuite la scène de l'agression, ainsi que certaines circonstances entourant les faits. Il affirma s'être saisi d'un couteau dans la cuisine, avec lequel il aurait porté plusieurs coups à l'enfant. Toujours selon ses dires, il aurait attaqué le garçon en croyant que ce dernier l'avait vu entrer. Il déclara ne pas avoir voulu laisser de témoin de son intrusion et que c'est pour cette raison qu'il s'en était pris si violemment à la victime. Il ajouta s'être immédiatement enfui après l'agression et avoir passé la nuit dans une maison abandonnée. Enfin, il précisa qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Il cherchait seulement un endroit où passer la nuit, et pour une raison inconnue, la maison familiale lui avait semblé inoccupée. Ces déclarations paraissent néanmoins contradictoires, d'autant plus qu'elles émanent d'un individu souffrant de troubles psychiatriques graves. Étonnamment, après plusieurs mois d'enquête, le FBI mit un terme à son implication dans l'affaire sans avoir obtenu de résultats significatifs. L'agence fédérale finit par confier aux autorités locales la quasi-totalité du dossier, y compris les aveux controversés d'El Manco. Il convient de noter que la police locale ne se précipita pas pour exploiter ces aveux et poursuivit l'enquête selon ses propres orientations. Au cours des 2 années suivantes, aucune arrestation ne fut effectuée. Inutile de préciser qu'aucune avancée notable ne fut enregistrée. L'enquête semblait pratiquement à l'arrêt. Durant cette même période, un nouveau litige judiciaire opposa les anciens conjoints Ana Cacho et Ahmed González, cette fois au sujet de la garde de leur fille. Celle-ci avait déjà changé à plusieurs reprises de famille d'accueil et paraissait s'être habituée à vivre sans la présence constante de leurs parents biologiques. À l'issue de la procédure, le tribunal attribua la garde des enfants à leur père, estimant que la mère n'était pas en mesure d'assumer convenablement ses responsabilités parentales. Ce jugement déstabilisa profondément Anna et porta un nouveau coup à sa réputation. Victime d'une dépression nerveuse, elle fut impliquée dans un grave accident de la route qui nécessita son hospitalisation pendant plusieurs jours. La collaboration entre Anna et le détective privé qu'elle avait engagé ne se déroulait pas dans les meilleures conditions. Sa famille était profondément insatisfaite de son travail et alla jusqu'à déposer une plainte à son encontre, réclamant le retrait de sa licence professionnelle. Par ailleurs, elle envisageait de le poursuivre en justice afin d'empêcher la publication d'un livre qu'il avait rédigé, dans lequel il aurait révélé les circonstances exactes de cette journée tragique. Certains médias rapportèrent même les raisons précises pour lesquelles la famille d'Anna avait décidé de se séparer de lui. Dans l'ensemble, il n'y avait rien de véritablement spectaculaire. Selon leurs déclarations, l'enquêteur avait simplement manqué à ses obligations professionnelles et formulé des hypothèses contradictoires qui avaient nui à l'image de la mère de l'enfant décédé. D'après les déclarations du détective, l'une des personnes présentes dans la maison d'Anna ce soir-là aurait porté un coup à la tête de Lorenzo, pour une raison indéterminée. Il estime que les faits se seraient produits aux alentours de 23 heures. Par la suite, cette personne, agissant seule ou avec l'aide d'autres individus, aurait tenté d'effacer les traces de l'agression afin de faire passer les faits pour un simple accident domestique. Le détective a même fourni les noms de personnes susceptibles d'avoir été impliquées, bien qu'elles soient connues des autorités depuis longtemps et que leur implication reste, selon lui, quasiment impossible à démontrer. Malgré tout, l'ouvrage a été publié. Toutefois,
les représentants de la famille Cacho ont obtenu gain de cause en justice, contraignant le détective à verser une importante indemnisation d'un montant de 500 000 $. Le livre en question explore également d'autres hypothèses. L'une d'elles suggère, par exemple, que Lorenzo aurait été utilisé comme bouclier humain au cours d'un conflit domestique. On peut légitimement s'interroger sur la manière dont l'auteur est parvenu à de telles conclusions. Dans le domaine de l'information, une version légèrement différente des faits a circulé. Selon certains récits relayés par le public, ce soir-là, Anna se serait trouvée soit dans le salon, soit dans sa chambre, en présence de 3 hommes, avec lesquels elle aurait eu simultanément des relations sexuelles. Le jeune garçon, entré dans la pièce sans y avoir été autorisé, aurait alors été témoin involontaire de la scène. Il aurait vu quelque chose qu'un enfant n'aurait jamais dû voir. Pris de panique, il aurait menacé de tout raconter à son père. Sous l'effet de l'alcool et de substances illicites, Anna aurait alors perdu le contrôle d'elle-même et aurait violemment frappé son propre fils à la tête. Ce coup, toujours selon cette hypothèse, n'aurait pas été donné à main nue, mais avec un objet improvisé, dont elle se serait ensuite débarrassée. Il convient toutefois de rappeler qu'il ne s'agit là que d'une version hypothétique, non confirmée à ce jour par l'enquête officielle. À la fin de l'année 2012, le procureur général du pays a déclaré, lors d'une conférence de presse, que ses services détenaient des preuves de l'existence d'un pacte de silence conditionnel entre les personnes présentes sur les lieux la nuit des faits. Il a également indiqué que les autorités disposaient d'éléments incriminants non seulement contre la mère de Lorenzo, mais également contre son père. D'après plusieurs rapports, ce dernier aurait été impliqué dans des manœuvres douteuses et aurait même rencontré le gouverneur de Porto Rico de l'époque, Luis Fortunio, à propos de cette affaire. Au cours de cet entretien, il aurait remis à ce dernier une enveloppe mystérieuse dont le contenu n'a jamais été rendu public. Peu de temps après, un autre fait surprenant s'est produit. Antonio Sagardia, l'un des plus hauts responsables du pays et ancien ministre de la Justice, est devenu, pour une raison inexpliquée, l'avocat principal d'Anna, prenant la tête de son équipe de défense dans toutes les procédures judiciaires en cours. Lors de ses échanges avec plusieurs agences de presse, l'ancien haut fonctionnaire a affirmé que sa cliente était la cible de nombreuses rumeurs et spéculations, propagées tant par les médias que par certaines sources indépendantes. Selon lui, Anna n'avait non seulement aucun lien avec la mort de son fils, mais elle était également, d'après ses propos, une mère exemplaire. Anna elle-même semblait désormais peu préoccupée par l'enquête en cours. Peut-être se sentait-elle à l'abri grâce au soutien de personnes influentes. La seule chose qui lui tenait véritablement à cœur était de récupérer la garde de ses filles, quel qu'en soit le prix. Il convient toutefois de noter que les enfants d'Anna ne manifestaient pas un désir particulier de renouer avec leur mère. Il leur arrivait certes de lui écrire, mais le contenu de ces lettres soulevait souvent davantage de préoccupation que d'espoir. Dans l'une d'elles, par exemple, la fille aînée accusait ouvertement sa mère d'être une mauvaise mère. Fait surprenant, la majorité de ces échanges épistolaires a, pour une raison inexpliquée, été rendus publics. En 2013, les autorités portoricaines, en l'absence de résultats concluants, ont de nouveau sollicité l'assistance du FBI dans le cadre de l'enquête. Le Bureau fédéral a accepté, bien entendu, et sa première initiative, dès son arrivée, a été de procéder à un nouvel interrogatoire de Luis Gustavo Rivera Seijo, surnommé El Manco. À cette époque, il était déjà interné dans un hôpital psychiatrique réservé aux individus ayant eu des démêlés avec la justice. En présence d'un psychologue, il a livré une nouvelle version des faits, sensiblement différente de celle qu'il avait donnée lors de son premier témoignage. Certes, il a confirmé s'être introduit dans la maison de la famille Cacho le jour du décès de Lorenzo, mais il a précisé qu'il n'avait pas vu l'enfant et qu'il n'avait eu aucun contact avec lui. Les agents du FBI s'attendaient à ce type de revirement, les variations de témoignages étant fréquentes chez les personnes souffrant de troubles mentaux. La deuxième personne à faire l'objet d'un regain d'intérêt de la part des enquêteurs fédéraux fut Anna Cacho elle-même. Elle fut convoquée pour se soumettre à un test au détecteur de mensonges, mais pour diverses raisons, elle ne s'est pas présentée à l'heure convenue. Selon ses déclarations, elle avait d'autres engagements ce jour-là, notamment la célébration de son anniversaire. Peu après, un incident préoccupant s'est produit. Le dossier judiciaire d'Anna, contenant notamment les résultats de son analyse toxicologique, a été volé dans les locaux de la police. Dans un premier temps, les soupçons se sont portés sur un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a reconnu s'être introduit illégalement dans le commissariat. Toutefois,
il a affirmé n'avoir emporté aucun document. Une perquisition menée à son domicile n'a permis de retrouver aucune preuve tangible du vol. Il a donc été poursuivi uniquement pour introduction par effraction. Le temps passa, l'année 2014 arriva, et les forces de l'ordre, visiblement lassées par l'affaire, décidèrent de ramener une nouvelle fois Luis Gustavo Rivera Seijo, surnommé El Manco, au domicile de la famille Cacho afin de procéder à une reconstitution des faits. Une fois encore, l'homme se limita à expliquer comment il était entré dans la maison, sans jamais évoquer la présence de l'enfant décédé. Il déclara qu'il avait faim et qu'il cherchait simplement de quoi se nourrir. Par ailleurs, comme il l'avait mentionné précédemment, la maison lui avait semblé vide, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Il avait alors envisagé d'y passer la nuit, avant de changer d'avis. Dans le même temps, Ana Cacho, propriétaire des lieux, continua à être la cible d'investigations de la part des autorités. Elle ne fut pas la seule concernée. 3 hommes qui avaient passé la nuit du 8 au 9 mars 2010 en sa compagnie furent également interrogés. Jesús Genaro Camacho, compagnon d'Ana à l'époque, admit cette fois avoir été présent à son domicile, contrairement à ses premières déclarations. Il affirma être venu pour boire et se divertir, mais précisa avoir quitté les lieux relativement tôt et ne plus y être retourné ensuite. Les autorités demeuraient préoccupées par une question essentielle. Qui avait véritablement agressé l'enfant et plus encore, pour quelles raisons? De nombreux éléments restaient flous, en grande partie parce qu'Ana n'était jamais parvenue à fournir une chronologie fiable et cohérente des événements survenus ce jour-là. Ces nombreux témoignages comportaient tant d'imprécisions et de contradictions qu'il devenait difficile de les considérer comme crédibles. Comme évoqué précédemment, à ce stade de l'enquête, les autorités ne disposaient plus que de quelques hypothèses. La première supposait que le petit Lorenzo avait été témoin d'un événement compromettant, impliquant sa mère ou l'un de ses visiteurs. La seconde avançait que l'enfant avait servi de bouclier humain lors d'une altercation domestique ayant eu lieu dans la maison. En réalité, aucune de ces deux hypothèses n'était étayée par des éléments de preuve concrets, ce qui empêchait les forces de l'ordre de poursuivre pénalement l'un ou l'autre des individus potentiellement impliqués dans ce crime. En 2015, à l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Lorenzo, les 3 hommes présents dans la maison d'Ana le jour du drame furent définitivement écartés de la liste des suspects. Peu après, s'ouvrit le procès de Luis Gustavo Rivera Seijo, surnommé El Manco, visant à déterminer son implication dans l'agression de l'enfant. La principale, et en réalité la seule, preuve sur laquelle reposait l'inculpation était le sac qu'il avait laissé sur la propriété de la famille Cacho. Une question persistait toutefois. Pourquoi ni les policiers ayant inspecté les lieux le jour même, ni les membres de la famille n'avaient-ils remarqué le sac plus tôt? Les premiers déclarèrent par la suite l'avoir bien vu, mais ne pas l'avoir examiné, croyant qu'il appartenait à l'un des habitants de la maison. Il convient également de rappeler que l'inspection initiale de la scène avait été menée de manière négligente, les autorités considérant alors qu'il s'agissait d'un simple accident domestique. La défense de l'unique accusé, soucieuse de tout mettre en œuvre pour éviter à son client une condamnation, présenta les résultats d'une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle conclut que l'homme souffrait de schizophrénie. En outre, certaines caractéristiques physiques, telles que l'absence de son avant-bras gauche, rendaient El Manco objectivement incapable d'accomplir seul certains actes. Parallèlement à cette évaluation de son état mental, plusieurs erreurs commises lors de la phase initiale de l'enquête furent également mises en lumière. Parmi elles figurait notamment l'étrange négligence entourant le matelas que les enquêteurs n'avaient, pour une raison obscure, pas jugé utile d'examiner. Pourtant, plusieurs éléments troublants étaient liés à cet objet. D'après la mère de l'enfant, elle aurait découvert son fils allongé sur le sol, baignant dans une mare de sang. Si cette version est exacte, comment expliquer alors la présence de taches de sang sur les tais d'oreiller, le couvre-lit et le matelas lui-même? Il paraît évident que, dans l'état critique où se trouvait l'enfant, il lui aurait été impossible de remonter sur son lit après une éventuelle chute. Malgré les nombreuses imprécisions et l'insuffisance de données tangibles, l'accusation avait élaboré sa propre version des événements survenus ce soir-là. Selon cette hypothèse, l'homme récemment libéré à tort, surnommé El Manco, se serait effectivement introduit dans la maison de la famille Cacho, convaincu qu'elle était vide. Il aurait alors trouvé de quoi se désaltérer dans la cuisine et consommer des aliments déjà préparés. Avant de quitter la pièce, il se serait emparé d'un couteau, par précaution.
En poursuivant son exploration des lieux, il aurait fini par comprendre que d'autres personnes se trouvèrent dans la maison. Il aurait même pu en apercevoir certaines. Il aurait donc décidé de partir discrètement. C'est à ce moment-là, d'après les autorités, qu'il serait entré par hasard dans une chambre où se trouvaient Lorenzo et sa sœur. Pensant que le garçon l'avait vu, et craignant d'être reconnu, il aurait choisi de l'attaquer avant que l'enfant n'alerte les adultes. Il l'aurait ainsi poignardé à plusieurs reprises, puis lui aurait porté un violent coup à la tête contre un mur ou le sol. Cette version des faits paraît partiellement corroborée par les conclusions du service de médecine légale, dont les experts avaient indiqué que l'enfant avait subi plusieurs coups portés avec un objet contondant. L'agresseur aurait ensuite quitté la maison, laissant par inadvertance sur les lieux un sac contenant ses effets personnels. Bien que cette reconstitution semble relativement cohérente, elle n'a jamais été étayée par des preuves matérielles. Autrement dit, il ne s'agit que d'une spéculation. Par ailleurs, le logement ayant apparemment été nettoyé de manière méticuleuse, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN appartenant au suspect n'a pu être relevée sur la scène du crime. En avril 2016, il fut décidé de clore l'enquête visant El Manco. La seule raison avancée pour justifier cette décision était l'absence de preuves véritablement convaincantes permettant de l'impliquer dans l'agression du garçon. Par ailleurs, plusieurs représentants de la Cour ont estimé que l'homme avait pu se tromper lui-même lors de son premier interrogatoire, influencé par la pression exercée par les agents du FBI. Il convient également de préciser qu'à la même période, les autorités locales ont retiré la mère de l'enfant de la liste des suspects. Ainsi, les enquêteurs ne disposaient littéralement plus d'aucune personne à tenir pour responsable de ce crime. À ce jour, l'affaire Lorenzo demeure non résolue. Depuis 2016, la police n'a identifié aucune nouvelle piste ni formulé de version alternative des faits. Les autorités portoricaines n'ont enregistré aucun progrès tangible dans le cadre de cette enquête. Dans l'opinion publique, la seule personne perçue comme clairement responsable de ce qui est arrivé au petit garçon reste sa mère. Une grande partie de la population ayant suivi l'affaire considère que El Manco a servi de bouc émissaire, choisi délibérément pour détourner l'attention d'Anna et la disculper. De manière plus large, l'affaire Lorenzo a marqué un tournant dans l'histoire judiciaire du pays. Elle a conduit à la mise en œuvre de plusieurs réformes, en particulier sur les protocoles d'enquête dans les cas impliquant des enfants décédés dans des circonstances suspectes. Désormais, lorsqu'un enfant meurt dans un contexte jugé douteux ou inexpliqué, les autorités traitent systématiquement le dossier comme une affaire criminelle, relevant d'un homicide potentiel. Ce n'est que si les éléments de preuve et les témoignages permettent de conclure à un accident que l'enquête peut être requalifiée. Selon les responsables judiciaires, ces nouvelles procédures visent à renforcer l'efficacité des enquêtes similaires et à améliorer de façon significative la rigueur de la collecte des preuves. Il convient de souligner qu'à ce jour, certaines personnes continuent de réclamer que l'affaire Lorenzo soit résolue et que l'auteur de sa mort soit identifié. Il semble qu'en l'état actuel des choses, seuls les aveux du véritable coupable pourraient permettre de faire toute la lumière sur ce drame. L'histoire commence avec une jeune fille de 14 ans, appelée Choa dans les médias. En juin 2003, Choa tente de téléphoner à une amie, mais compose un mauvais numéro. À l'autre bout du fil, un garçon de son âge décroche. Elle s'excuse pour son erreur, mais la conversation prend une tournure inattendue. Le garçon s'appelle Kim, et ils finissent par échanger leurs coordonnées, décidant de rester en contact. Au cours des 6 mois suivants, Choa et Kim correspondent assez régulièrement. Choa a le sentiment qu'ils sont devenus de bons amis, mais elle ignore totalement qui il est réellement. Kim faisait partie d'un grand groupe informel d'adolescents appelé l'Alliance de Miryang. Il se composait de 50 à 100 garçons, tous âgés de l'adolescence, fréquentant le collège ou le lycée. La plupart ne comptaient pas poursuivre d'études supérieures, préférant suivre une formation en usine dans l'espoir de trouver un emploi après l'école. Beaucoup d'entre eux vivaient dans un dortoir situé près d'un établissement professionnel, espérant ensuite décrocher un poste abusant. Les membres de ce groupe étaient pour la plupart considérés comme des adolescents à problème, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'avaient pas les meilleures intentions. Alors qu'il échangeait encore en ligne avec Choa, Kim la présenta, elle et sa sœur, à un autre garçon nommé Park, le chef officieux du groupe. Pendant plusieurs mois, ils adoptèrent une attitude amicale, gagnant progressivement la confiance de Choa. Lorsqu'ils estimèrent qu'elle était suffisamment en confiance, ils lui proposèrent de les rencontrer et l'invitèrent à Miryang. Malheureusement, en janvier 2004, Choi finit par accepter l'invitation.
Lorsqu'elle arriva à Miryang, Kim et quelques autres garçons la conduisirent dans une maison d'hôtes. C'est là que son cauchemar commença. Park, accompagné d'un grand nombre d'adolescents, se mit à la frapper avec un objet contondant, avant d'utiliser ce même objet pour abuser d'elle. Par la suite, Choi fut soumise à de multiples violences de la part du groupe. Les agresseurs la menacèrent de diffuser les images de l'agression sur Internet si elle osait en parler à qui que ce soit, afin que tout le monde voie ce qu'elle avait subi. Ils répétèrent ces menaces à plusieurs reprises, la maintenant dans la peur et le silence. Mais cela n'était que le début. Une fois qu'ils eurent suffisamment de moyens de pression sur elle, ils s'en servirent pour exercer un contrôle total, la réduisant progressivement à l'état de victime soumise. Au cours des 11 mois suivants, Choi fut rappelée à Miryang à une dizaine de reprises. Chaque fois, elle fut victime de violences collectives, impliquant entre 3 et 24 agresseurs. Au total, elle subit les abus d'au moins 44 garçons différents, dont plusieurs revinrent à de multiples reprises. Avec le temps, leurs exigences devinrent de plus en plus atroces. Ils commencèrent à lui extorquer de l'argent, l'obligeant sans cesse à leur verser des sommes toujours plus importantes. Mais même cela ne leur suffisait pas. Ils exigeaient désormais que Choi leur amène d'autres filles. Sachant par leurs échanges que Choi avait une cousine de 16 ans, ils la menacèrent de publier une vidéo compromettante si elle ne l'amenait pas. Choi s'exécuta, et sa cousine fut soumise aux mêmes sévices insoutenables. Mais cela ne mit pas fin à leurs exigences. Lors d'une autre convocation, ils exigèrent qu'elle amène sa sœur âgée de 13 ans. Cette fois, il n'y eut pas de violence physique, mais la jeune fille fut humiliée et maltraitée à l'aide d'objets intimes. La plupart de ces agressions furent filmées, dans le but de salir encore davantage les victimes et de renforcer leur emprise. Les agresseurs étaient persuadés que ces enregistrements les protégeraient de toute conséquence, convaincus que les victimes, paralysées par la honte, n'oseraient jamais parler. Cependant, au fil du temps, Choi trouva la force de résister. Elle refusa de répondre à leur nouvelle convocation. En réaction, les garçons commencèrent à la menacer de téléphoner à son école pour tout révéler, espérant ainsi raviver la peur et reprendre le contrôle. Finalement, la cousine de Choi ne put plus supporter ce qu'elle vivait et décida d'en parler à sa mère. Celle-ci se rendit immédiatement à la police pour signaler les faits. Peu après, Choi et une autre jeune fille furent convoquées pour être entendues. Elles demandèrent à être interrogées par une femme officier, mais cette requête leur fut refusée. À la place, elles durent faire face à un enquêteur masculin, qui remit en question leurs témoignages dès les premières minutes. L'inquiétude principale des autorités ne semblait pas être le crime lui-même, mais plutôt la réputation de la ville. L'officier leur déclara « Vous avez essayé de les séduire ? Vous allez ruiner la réputation de Miryang. Ces garçons qui étaient censés représenter l'avenir de la ville sont désormais arrêtés à cause de vous. Qu'allez-vous faire ? J'ai peur que ma propre fille devienne comme toi. » Par la suite, plusieurs des garçons suspectés furent convoqués pour une séance d'identification. Cependant, contrairement à la procédure habituelle, où la victime observe les suspects derrière une vitre sans teint, Choi fut contrainte de les identifier en face à face. Choi avait du mal à retenir ses larmes, car les garçons la fixaient intensément durant l'identification. Au cours de l'enquête, la police fit peu d'efforts pour protéger son anonymat. Très rapidement, des journalistes et des internautes découvrirent son identité, qui devint alors le centre de l'attention publique. Dans certains bars karaokés, des officiers de police, visiblement en état d'ivresse, révélèrent ouvertement aux serveuses et aux clients les noms des victimes impliquées dans l'affaire. 3 garçons furent arrêtés peu après, mais la police n'avait initialement pas l'intention d'approfondir l'enquête. Toutefois, lorsque des informations concernant ce crime furent diffusées en ligne en décembre 2004, les internautes exprimèrent une vive colère. Ils exigèrent que tous les auteurs soient identifiés et arrêtés. Sous la pression des victimes, de leurs familles et de l'opinion publique, la police procéda à l'arrestation de 9 autres individus. Au cours de l'enquête, les enquêteurs remarquèrent que de nombreux suspects se retrouvaient régulièrement au même endroit. Une opération de grande ampleur fut alors organisée. Une descente fut menée dans un cybercafé où se trouvaient plusieurs personnes impliquées dans les agressions et toutes furent arrêtées sur place. Au cours des interrogatoires, il apparut que Choi n'était pas la seule victime. 2 autres jeunes filles se présentèrent spontanément pour témoigner, alors même qu'elles n'avaient jamais évoqué leur existence.
Le nombre total de victimes connues passa ainsi à 5. Par la suite, la police commença à suspecter qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Cependant, les familles des garçons arrêtés commencèrent à proférer des menaces à l'encontre de Choa et des autres victimes. Lors d'une interview télévisée, la mère de l'un des agresseurs déclara « Pourquoi devrions-nous éprouver de la compassion pour Choa? Pourquoi compatir avec la famille de la victime? Pensez à ce que nous endurons. Qui pourrait résister à la tentation de filles qui cherchent à séduire les garçons? Ce sont les parents qui auraient dû apprendre à leurs filles comment se comporter pour éviter ce genre de problème. » Mais les menaces ne venaient pas seulement des familles. Les amis des agresseurs s'en prirent également aux victimes. Certains d'entre eux étaient soutenus ouvertement par leurs petites amies, qui prenaient leur défense sans réserve. L'une des jeunes filles, Wang Gongmi, qui entretenait une relation avec l'un des membres du gang, publia un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle se moquait des victimes et de la police. Elle écrivit « Alors, ils ont fini par régler le problème là-bas? J'ai entendu dire qu'à part ces trois-là, tout le monde s'en était sorti. Ces filles étaient déjà assez laides comme ça. » Le scandale fit rapidement le tour du pays, révélant au grand public des informations encore plus troublantes. Il s'avéra que le nombre de criminels impliqués était bien plus élevé que ce que l'on avait imaginé au départ. Alors qu'il était d'abord question de 40 à 50 participants, l'enquête révéla ensuite que 70 autres personnes avaient également pris part aux faits. Certaines d'entre elles avaient directement participé aux agressions, d'autres s'étaient rendues complices en extorquant de l'argent ou en montant la garde pendant les violences. Le nombre total d'auteurs s'éleva ainsi à plus d'une centaine. La police annonça qu'elle déposerait prochainement des demandes d'arrestation à l'encontre de 10 suspects supplémentaires. Cependant, en parallèle des faits avérés, de nombreuses informations trompeuses commencèrent à circuler. Beaucoup de personnes avaient du mal à croire que de simples lycéens puissent être capables de commettre de tels actes. Des rumeurs virent alors le jour, affirmant qu'il s'agissait en réalité d'un groupe de criminels adultes. Pourtant, les membres du gang eux-mêmes reconnurent qu'il n'existait pas de structure organisée. Il s'agissait simplement d'un vaste regroupement d'adolescents en rupture, livrés à eux-mêmes. Pendant ce temps, Choa, sa cousine et sa sœur continuaient de se rendre régulièrement au commissariat pour répondre aux convocations, accomplir des démarches administratives et suivre l'évolution de l'enquête. Mais même en ces lieux, elles ne se sentaient pas en sécurité. À l'entrée du poste, certains parents des agresseurs les attendaient. Non seulement ils ne présentaient aucune excuse, mais ils allaient jusqu'à formuler des menaces à leur encontre. La plus grande crainte de Choa et des autres victimes était que la majorité des agresseurs soient bientôt remis en liberté et cherchent à se venger. Dans un acte particulièrement choquant, l'une des mères se rendit directement à l'école de Choa, entra dans sa classe et la força à signer une pétition réclamant une réduction de peine pour son fils. Espérant qu'il puisse être libéré, ne serait-ce qu'avec une simple mise à l'épreuve, Choa prit peur, s'enfuit en panique et s'enferma dans les toilettes. Malgré les promesses répétées selon lesquelles tous les coupables seraient identifiés et arrêtés, cela ne fut jamais le cas. La police n'arrêta que 12 personnes. 29 autres furent simplement enregistrés dans une base de données, sans poursuite. Le reste des suspects fut relâché sans autre forme de procédure. Quelque temps après le début de l'enquête, la police classa l'affaire en déclarant « Aucune autre activité criminelle n'a été détectée ». Lorsque l'horreur révélée par l'enquête policière fut rendue publique, l'opinion générale fut marquée par une vive indignation. La population fut scandalisée par la manière dont les victimes avaient été traitées au cours des interrogatoires. Interpellée pour avoir refusé d'assigner une enquêtrice aux jeunes filles, la police tenta de se justifier en affirmant que le nombre de suspects était trop élevé et que le service ne disposait pas d'un personnel féminin suffisamment qualifié pour mener les auditions. Face à la controverse, la police publia finalement un communiqué d'excuses sur son site officiel dans lequel elle reconnaissait ses torts. Refuser la présence d'une enquêtrice lors des auditions des victimes ainsi que les insultes proférées par un officier sont des actes inacceptables. Lorsque le public apprit que les victimes avaient été contraintes d'identifier leurs agresseurs en face à face, la police tenta de se justifier en déclarant « La salle avec le miroir sans teint est trop petite pour accueillir plusieurs suspects à la fois. C'est pourquoi nous avons demandé à la victime de les identifier directement, au préalable. » Cette explication ne fit qu'attiser davantage la colère générale.
Des manifestants se rassemblèrent devant le commissariat et scandèrent « Protégez les victimes !» Désormais, l'identité des jeunes filles était quasiment connue de tous, ce qui fit naître de vives inquiétudes quant à leur sécurité. Elles faisaient déjà l'objet de harcèlement et d'intimidation en plein jour, sans que personne ne puisse réellement les protéger. L'organisation de défense des droits des femmes Ulsan Hotline publia une déclaration dans laquelle elle dénonçait l'absence de protection accordée aux victimes. Il n'y a ni protection ni considération pour les victimes dans notre société. Elle réclama des sanctions plus sévères à l'encontre des auteurs de ces actes. L'un des avocats se proposa également de défendre les victimes gratuitement devant les tribunaux. Il s'entoura d'une avocate afin d'accompagner les jeunes filles tout au long de la procédure judiciaire. Sous la pression intense de l'opinion publique, la police de Miryang remplaça 9 des 13 enquêteurs chargés de l'affaire, les tenant pour responsables de graves manquements procéduraux et d'un préjudice important porté à la réputation du service. L'officier qui avait accusé les jeunes filles de déshonneur fut soumis à une mesure disciplinaire sérieuse, bien que la nature exacte de cette sanction ne fut jamais rendue publique. Sur les 44 garçons reconnus coupables d'infractions violentes, seuls 10 firent l'objet d'une recommandation de condamnation. 20 autres furent envoyés dans des centres de détention pour mineurs. Cependant, il devint rapidement évident qu'aucun d'entre eux ne serait réellement sanctionné de manière sévère. Selon les lois en vigueur à l'époque, ce type de crime ne pouvait faire l'objet de poursuites que si les victimes elles-mêmes engageaient une action en justice contre leurs agresseurs. Choi ne le fit pas. La principale raison tenait à son père. Alcoolique, il avait conservé l'autorité parentale sur elle pendant 3 ans après son divorce d'avec la mère de Choi, bien qu'il ait déjà exercé des violences à son encontre. C'est lui qui persuada Madame Choi d'accepter un accord à l'amiable proposé par les parents des agresseurs. Dans le cadre de cet accord, la famille de Choi reçut une importante somme d'argent, 45 millions de won, soit environ 32 000 $, en échange de l'abandon des poursuites judiciaires. Pourtant, Choi ne vit jamais la couleur de cet argent. Son père utilisa 15 millions de won pour acheter une maison à Ulsan. Le reste de la somme devint l'objet d'un conflit entre les membres adultes de la famille. Finalement, l'argent fut simplement réparti entre eux puis dépensé à des fins personnelles. Peu après, Choi s'enfuit du domicile familial et retrouva sa mère. La garde de sa sœur cadette et la sienne furent ensuite officiellement confiées à leur mère. Les 2 jeunes filles commencèrent leurs études dans une autre ville, espérant échapper au passé. Mais même là, elles ne furent pas en sécurité. Malgré le déménagement, les parents de certains agresseurs poursuivirent leur harcèlement, les traquant jusque dans leur nouvelle vie. Le père de Choi mourut plus tard des suites d'un empoisonnement lié à l'alcool. L'état psychologique de la jeune fille se détériora considérablement. Sa vie fut profondément bouleversée et elle dut être prise en charge par des psychiatres. Elle fut même hospitalisée à plusieurs reprises. Entre-temps, sa mère, désormais seule responsable de ses filles, décida d'intenter un procès contre la police de Miryang, réclamant une indemnisation de 110 millions de wons, soit environ 80 000 $, pour les lourds préjudices psychologiques subis. Le tribunal jugea sa demande pleinement fondée. Dans un premier jugement, la police fut reconnue coupable d'avoir divulgué les données personnelles des victimes et condamnée à verser 50 millions de won, soit environ 36 500 $ à la famille. Cependant, lors de l'appel, la Cour élargit les charges à une négligence manifeste dans la protection des victimes, reconnaissant ainsi une responsabilité plus large des forces de l'ordre. Le tribunal ordonna finalement à l'État de verser 30 millions de won, soit environ 22 000 $, à Madame Choi et à sa sœur, ainsi que 10 millions de won, soit environ 7 000 $, à leur mère. Les juges soulignèrent que le facteur décisif dans leur décision avait été la cruauté des propos tenus par les policiers qui avaient infligé un traumatisme psychologique grave aux jeunes filles. Cependant, aucun des auteurs ne fut réellement puni. Les procureurs abandonnèrent purement et simplement les poursuites contre certains d'entre eux, tandis que d'autres furent renvoyés devant le tribunal pour enfants, qui ne prit aucune mesure. À l'origine, les procureurs avaient requis des peines allant jusqu'à 4 ans d'emprisonnement pour certains accusés. Pourtant, aucune condamnation effective ne fut prononcée. Au fil de l'enquête, nombre de délinquants parvinrent à intégrer l'université ou à décrocher un emploi.
et les procureurs refusèrent d'engager toute procédure judiciaire à leur encontre. En fin de compte, aucun d'entre eux ne fut sanctionné. Dans sa nouvelle ville, Choi tenta à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Elle n'obtint jamais son diplôme d'études secondaires et choisit finalement de disparaître complètement. La suite de sa vie reste entourée de mystères. Elle se retira dans l'ombre, coupa tout contact, y compris avec son propre avocat, et cessa toute communication avec le monde extérieur. Quelques années plus tard, en 2010, l'affaire, largement médiatisée à l'époque, refit surface. Cette fois, l'attention se porta sur Wang Gongmi, la petite amie de l'un des auteurs, qui, en 2004, s'était ouvertement moquée des victimes sur les réseaux sociaux. Il fut révélé qu'elle avait réussi l'examen d'entrée dans la police et avait obtenu un poste au sein de la police provinciale de Gyeongsangnam-do. Lorsque cette information fut rendue publique, elle déclencha une vague d'indignation. La décision de l'engager suscita un tollé général, notamment en raison de ses prises de position passées, dans lesquelles elle avait publiquement soutenu les agresseurs et humilié les victimes. Les internautes commencèrent à laisser massivement des commentaires indignés sur le site officiel du département de la police. Face à cette vague de critiques, Wang Gongmi présenta publiquement ses excuses, affirmant regretter son comportement passé et demandant la compréhension du public, au motif qu'elle était alors jeune et immature. Mais ces excuses ne convainquirent personne. L'indignation redoubla lorsqu'une déclaration rédigée par Wang Gongmi elle-même dans le cadre de sa candidature à un poste dans la police fut rendue publique. Dans ce document, elle écrivait « Je suis une personne honnête et consciencieuse, je me connais bien et je suis capable d'analyser les crimes du point de vue de leurs auteurs. Dans les cas d'abus, je suis en mesure de considérer à la fois le point de vue de la victime et celui de l'agresseur et d'évaluer si la victime était habillée de manière provocante ou si son comportement a pu inciter à l'agression. » La publication de cette déclaration provoqua une nouvelle vague de colère. Le public fut scandalisé qu'une personne tenant de tels propos ait pu être recrutée dans les forces de l'ordre, en particulier dans une affaire aussi sensible. Après l'éclatement du scandale, la police promit d'ouvrir une enquête et déclara que, si les propos désobligeants tenus par Wang Gongmi à l'encontre des victimes étaient confirmés, des mesures seraient prises à son encontre. Cependant, au fil des années, l'affaire sembla sombrer dans l'oubli. Pour beaucoup, il était inacceptable que les violeurs de Miryang aient pu échapper à toute véritable sanction. Une chose était certaine, si la justice n'était pas rendue devant les tribunaux, elle devait l'être aux yeux de la société. Un homme décida alors que la vérité ne devait pas rester enfouie. De manière anonyme, il créa une chaîne YouTube intitulée Abyss Vault. Il commença à y publier des vidéos dénonçant les anciens agresseurs de l'affaire de Miryang. Le premier à être exposé fut un homme prénommé Shin. Après les faits, celui-ci avait changé de nom, déménagé dans une autre ville et trouvé un emploi en tant que vendeur de voitures. Après la publication de la vidéo, Shin supprima immédiatement sa page Instagram et disparut de la circulation. Son employeur réagit sans tarder en publiant un communiqué. « Nous prenons cette situation très au sérieux. Cet homme est licencié. » Mais Shin ne fut que le premier d'une longue série. Quelques jours plus tard, Abyss Vault publia une seconde vidéo, cette fois consacrée à Park, le chef informel du groupe. Après les événements, Park avait mené une vie paisible. Il s'était marié, était devenu père et avait ouvert un restaurant avec sa famille. Mais la révélation de son passé déclencha une tempête. Son établissement reçut une avalanche de critiques négatives et sa réputation fut brutalement détruite. Dans la foulée, des experts révélèrent que le bâtiment abritant le restaurant ne respectait pas les normes de construction. L'établissement fut alors contraint de fermer ses portes. Le troisième individu visé par Abyss Vault était un homme dont l'identité exacte reste inconnue. Il fut révélé qu'il avait déjà eu des démêlés avec la justice. Il s'était reconverti en usurier illégal, avait participé à des réseaux de prêts frauduleux et avait même purgé une peine de prison. Peu à peu, il devint clair que de nombreux anciens criminels de l'affaire de Miryang menaient désormais une vie ordinaire, avec une famille, un emploi et des enfants. Ce qui choqua particulièrement l'opinion, c'est que plusieurs d'entre eux étaient devenus pères, de filles. Le public avait l'impression que ces hommes n'éprouvaient aucun remords. Ils s'étaient contentés de faire disparaître l'affaire de leur mémoire,
et poursuivaient leur existence comme si rien ne s'était produit. Et pendant ce temps, la vie de Choi, elle, restait à jamais détruite. Après l'apparition d'Abyss Vault, d'autres blogueurs se mirent à dénoncer publiquement les agresseurs présumés. Certains le firent avec sérieux et responsabilité. D'autres, hélas, agissaient de manière négligente. Une chaîne, notamment, accusa à tort une femme d'avoir été la petite amie de Shin alors qu'elle n'avait aucun lien avec lui. À la suite de cette fausse accusation, le salon de beauté de la jeune femme fit faillite. Elle poursuivit alors en justice l'auteur de la chaîne pour diffamation. Avec le temps, la police commença à recevoir des plaintes. Certains des anciens agresseurs, tout comme des personnes accusées à tort, dénoncèrent le harcèlement et les atteintes à leur vie privée. Mais ce qui provoqua le plus d'indignation, ce furent les mensonges de certains vidéastes affirmant avoir dénoncé les criminels avec l'accord de Madame Choi et de sa famille. Or, Madame Choi n'a toujours repris contact avec personne. Cette information fut confirmée par le Centre coréen pour les victimes de la violence, l'une des rares organisations avec lesquelles elle avait maintenu un lien. De son côté, Abyss Vault publia un message sur sa chaîne, affirmant qu'il continuerait à exposer la vérité, quelles que soient les polémiques entourant d'autres créateurs de contenu. Interrogé sur cette affaire, Lee Yo-rin, professeur associé en politique et en éthique à l'Université nationale de Chungnam, déclara « Si le système judiciaire avait accompli son devoir il y a 20 ans, ces révélations privées n'auraient peut-être jamais vu le jour. » La situation prit une tournure inattendue lorsqu'un artiste publia une vidéo d'excuses sur YouTube. Il est probable qu'il ait cherché à apaiser la réaction du public avant d'être identifié publiquement. Dans cette vidéo, il déclara « Je tiens à m'excuser auprès de la victime, qui vit dans une souffrance inimaginable depuis 2004. Je suis conscient qu'aucun mot ne pourra effacer ma culpabilité, mais je suis sincèrement désolé. Je n'oublierai jamais ce que j'ai fait et je passerai le reste de ma vie à souffrir de mes actes. » Cet homme nommé Lee fut le premier à présenter des excuses publiques, sous quelque forme que ce soit, pour les faits survenus à Miryang. Il fut rapidement suivi par un second ancien agresseur, Yoon, qui enregistra à son tour une vidéo d'excuses. Tous deux évitèrent de livrer des détails précis, se contentant d'exprimer leurs regrets. Peu après, le Centre coréen pour les victimes de la violence publia la première déclaration de Madame Choi depuis de nombreuses années. Elle y écrivit « Nous ne nous attendions pas à ce que tant de gens se souviennent à nouveau de cette affaire. Nous pensions qu'elle disparaîtrait comme auparavant. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur soutien, merci de ne pas nous avoir oubliés. » Madame Choi confia qu'elle avait été touchée par les messages de solidarité et qu'elle retrouvait peu à peu espoir. Elle déclara espérer que cette fois, la société avait véritablement commencé à changer. Un événement inattendu survint ensuite. Choi accepta d'être interviewée pour la première fois depuis 20 ans. Elle parla publiquement de son expérience, évoquant l'horreur qu'elle avait traversée, sa naïveté lors de l'enquête policière et les séquelles profondes que ces événements avaient laissées sur sa vie. Elle déclara « J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Je pensais que nos preuves suffiraient à faire punir les criminels. Rien n'a changé depuis 2004. Je ne peux pas vivre sans médicaments. » Madame Choi expliqua que ni elle ni sa sœur n'avaient pu terminer leur scolarité et qu'elle suivait encore aujourd'hui un traitement lourd. Pendant longtemps, elle avait cru que justice serait rendue, mais ce n'est qu'au fil des années qu'elle comprit que rien ne serait fait contre les agresseurs. Aujourd'hui, bien que leur nom soit désormais exposé sur Internet, Choi et sa sœur vivent dans une angoisse constante. Elles craignent à nouveau d'être prises pour cible. Nous vivons toujours en enfer, et c'est terrifiant. En réfléchissant à sa vie, Choi conclut « Je ne me souviens même pas de ce dont j'ai rêvé. La seule chose que je souhaite, c'est que ma mère et ma sœur, qui ont tant souffert à cause de moi, soient enfin libérées de ce cauchemar. » Cette affaire s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique. Ada Quadros Fernandez est née le 13 septembre 1977 dans la grande ville côtière de Chimbote, située dans le département d'Ancash, au Pérou. Elle est l'aînée de Victor Quadros Reyes, vétérinaire de profession, et de son épouse, Luz Fernandez, enseignante. Dès son plus jeune âge, Ada s'est distinguée par son sérieux et ses excellents résultats scolaires, devenant un véritable modèle pour son entourage.
Elle a maintes fois démontré l'étendue de ses connaissances et remporté les Olympiades de son établissement. Comme elle l'a raconté bien des années plus tard, elle aimait, durant son enfance, passer du temps avec ses jeunes sœurs à la ferme de ses grands-parents, en contact étroit avec la nature et les animaux. Cette période, empreinte de liberté et de joie simple, fut sans doute la plus insouciante de sa vie. Bien que la famille d'Ada ne fût pas considérée comme pauvre selon les critères locaux, les ressources financières restaient limitées et l'argent manquait souvent. C'est pourquoi, à l'adolescence, la jeune fille chercha divers moyens de soutenir ses parents. Avec l'une de ses sœurs et une amie, elle forma un petit groupe qui gagnait un peu d'argent en divertissant les enfants lors de différents événements. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, Ada intégra l'université pour y suivre des études de droit. Cependant, à son grand regret, elle fut contrainte d'interrompre sa formation, faute de moyens financiers, et dut renoncer à son rêve de poursuivre un enseignement supérieur. Malgré les difficultés, la jeune fille nourrissait une profonde volonté de changer de vie, de réussir et de venir en aide à sa famille. Animée par cet espoir, elle décida de tenter sa chance en postulant à la loterie annuelle organisée par les autorités des États-Unis d'Amérique, permettant à un certain nombre de candidats d'obtenir un visa par tirage au sort. Comme de nombreux jeunes péruviens, et plus largement, beaucoup de jeunes originaires d'Amérique latine, Ada voyait les États-Unis comme une terre d'opportunités, un pays où elle pourrait améliorer ses conditions de vie. Résolue à partir, elle aspirait à trouver un emploi stable, un revenu digne et un avenir meilleur pour elle-même et pour ses proches. Ses parents, ainsi que ses frères et sœurs, partagèrent sa joie et son enthousiasme. Ils vendirent certains de leurs biens et firent tout leur possible pour réunir les fonds nécessaires à son départ. La destination d'Ada était l'État du Texas, où plusieurs membres de sa famille s'étaient déjà installés depuis longtemps. C'est chez eux qu'elle allait être hébergée à son arrivée, pour la première fois sur le sol américain. Au début de l'année 2004, Ada effectua enfin le déménagement tant espéré. Comme beaucoup de jeunes dans une situation comparable, elle débuta sa vie professionnelle aux États-Unis dans le secteur des services. Après un certain temps, elle changea d'emploi et obtint un poste au sein d'une entreprise spécialisée dans le placement de nourrices. C'est dans ce contexte qu'en exerçant cette nouvelle activité, Ada fit la connaissance de la famille Lazarzik, une famille aisée. Celle-ci était composée de Michael, que tout le monde appelait Mike, de son épouse Renée, de leur fille aînée Alicia, ainsi que de jeunes jumeaux prénommés Ryan et Kyle. Mike et Renée étaient originaires du comté de Collin, dans l'État du Texas, et, à l'époque des faits, ils résidaient dans la ville de McKinney. Peu après leur mariage, Renée tomba enceinte de leur première fille, Alicia. Environ 4 mois après la naissance de cette dernière, elle découvrit qu'elle attendait de nouveau un enfant. Cette fois-ci, il s'agissait de jumeaux, Ryan et Kyle. La famille Lazarchik recherchait une nourrice attentionnée en qui elle pourrait avoir une confiance totale pour s'occuper des jumeaux lorsque Renée reprendrait son travail. Alicia, quant à elle, était déjà bien intégrée à la garderie qu'elle fréquentait quotidiennement, où elle s'était fait de nouveaux amis. Les parents décidèrent donc qu'elle continuerait à y aller, tandis que les jumeaux resteraient à la maison sous la garde de la nourrice. Mike et Renée reçurent plusieurs candidats en entretien. L'un d'eux était Ada. Elle leur parut la plus apte à remplir la mission qu'ils souhaitaient confier. Assez jeune sans être adolescente, elle avait environ 27 ans. Elle dégageait une impression de bonne santé, semblait physiquement robuste, polie et surtout dotée d'un caractère doux et équilibré. Renée proposa alors à Ada de commencer immédiatement afin qu'elle puisse passer quelques semaines ensemble. Elle voulait lui expliquer le fonctionnement de la maison, l'emplacement des objets et les attentes précises concernant la garde des enfants. Renée comptait également lui transmettre les connaissances qu'elle avait acquises lors de ses cours de préparation à l'accouchement et de soins aux jumeaux. Cela lui permettrait aussi d'observer directement la manière dont Ada s'occupait des 2 bébés, âgés d'un peu plus d'1 an. Ada, de son côté, posa quelques conditions. Elle précisa notamment qu'elle ne pourrait pas travailler plus de 18 mois auprès de la famille. Au départ, sa présence n'était prévue que durant la journée, mais, avec le temps, les parents des jumeaux lui demandèrent de passer la nuit sur place. Ada accepta sans hésitation. À partir de ce moment-là, elle ne quittait la maison que le week-end, qu'elle passait chez ses proches. Les jours s'écoulaient sans qu'elle s'en rende compte. Mike et Renée étaient pleinement satisfaits de son travail. Ils avaient appris à l'estimer et lui faisaient confiance comme à un membre de leur propre famille.
Des photos d'Ada figuraient même parmi celles affichées dans la maison. Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer. Environ un an plus tard, au cours de l'été 2005, Ada informa ses employeurs que son oncle et sa tante s'apprêtaient à retourner au Pérou avant de s'envoler ensuite pour l'Allemagne. Il était évident, d'après le contexte, que la jeune femme avait l'intention de les accompagner. Tout semblait déjà organisé de son côté. Elle avait même acheté un billet d'avion pour le 29 octobre de la même année. La famille Lazarchik prit cette nouvelle très mal. Avant tout parce qu'un tel départ aurait constitué, à leurs yeux, une rupture de l'engagement initial. Toutefois, après la surprise et la déception, ils finirent par comprendre la situation. Ils demandèrent alors à Ada de rester jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une remplaçante et lui demandèrent également de participer aux recherches. Ada accepta cette proposition. Néanmoins, à partir de ce moment-là, elle ne dormit plus dans la maison familiale. Chaque soir, elle rentrait chez ses parents et ne revenait qu'au petit matin. En raison du changement de situation et de la date imminente du départ d'Ada, les parents des jumeaux convoquèrent plusieurs nouvelles candidates à des entretiens en vue de lui trouver une remplaçante. Le 12 octobre, en journée, René téléphona à Ada pour lui demander de venir préparer des macaronis au fromage pour les enfants. La jeune femme répondit favorablement à cette demande et leur donna à manger, comme elle en avait l'habitude. Plus tard, lorsque René rentra à la maison, elle passa plus d'1 heure avec les enfants avant leur coucher. Tout semblait se dérouler comme d'ordinaire. Cependant, à 5 heures du matin, le jeudi 13 octobre, le petit Kyle se réveilla en pleurant. Cela était très inhabituel, car les jumeaux dormaient généralement bien et ne se réveillaient jamais d'eux-mêmes aussitôt. Il fallait toujours les réveiller. René finit par se lever et se rendit dans la chambre des enfants. Elle prit Kyle dans ses bras et le calma doucement jusqu'à ce qu'il se rendorme. 2 heures plus tard, le père des garçons entra dans leur chambre, les réveilla, les embrassa, puis les confia à la nourrice venue prendre son service ce matin-là. La fois suivante où René se réveilla, il était déjà plus de 9 heures. Elle passa un moment avec les jumeaux, changea la couche de Ryan, leur dit au revoir, puis quitta la maison pour se rendre au travail, comme à son habitude. Les enfants allèrent bien, rien ne paraissait anormal, si ce n'est le réveil matinal inhabituel de Kyle. Mais vers 13 heures, la situation bascula brusquement. Ada, visiblement très agitée, appela les services d'urgence. La jeune femme déclara qu'un des enfants dont elle avait la charge était tombé malade. Selon ses dires, il avait cessé de respirer normalement et était devenu bleu. Le régulateur des urgences lui demanda alors d'appeler une ambulance à l'adresse indiquée et de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur l'enfant. Ada suivit scrupuleusement les instructions jusqu'à ce qu'elle entende la sirène d'un véhicule de secours approcher. Quelques instants plus tard, les ambulanciers pénétrèrent dans la maison et prirent en charge le petit Kyle. Dans le même temps, les membres de l'équipe médicale tentèrent de recueillir des informations auprès de la nourrice. En larmes, elle expliqua qu'après le déjeuner, elle avait porté Ryan jusqu'à son lit, puis qu'elle était retournée chercher son frère pour le coucher à son tour. Lorsqu'elle revint dans la pièce, Kyle était en train de vomir violemment et avait cessé de respirer. Pendant que les ambulanciers continuaient à prendre en charge le bébé, Ada téléphona à René et lui raconta ce qui s'était passé, du mieux qu'elle put. Toutefois, elle présenta à la mère des jumeaux une version légèrement différente des faits. La jeune femme expliqua qu'après avoir fait manger les enfants, elle avait sorti Kyle de sa chaise haute et, comme à son habitude, l'avait laissé au sol dans la salle de jeu avant de se rendre auprès de son frère. Mais lorsqu'elle revint dans la pièce, Kyle était déjà en train de vomir. Toujours selon Ada, elle se précipita alors dans la cuisine pour chercher un récipient afin de recueillir les vomissures. À son retour, le petit garçon était étendu au sol, inerte et glacé. Elle l'aurait aussitôt soulevé, porté jusqu'à l'évier, puis tenté d'appliquer le geste que René lui avait enseigné au cas où l'un des jumeaux cesserait de respirer. Mais cela non plus n'eut d'effet. Pendant ce temps, les ambulanciers, après avoir prodigué les premiers soins au bébé, le transportèrent immédiatement à l'hôpital le plus proche. Lorsque René rentra chez elle, l'ambulance qui emmenait son fils était déjà partie, mais des policiers se trouvaient encore sur place, comme c'est souvent le cas lorsqu'ils accompagnent les services d'urgence dans ce type de situation. René prit alors Ryan dans ses bras et demanda à Ada de les accompagner à l'hôpital. Les policiers les suivirent dans un autre véhicule. En chemin, René appela son mari, qui se trouvait déjà aux urgences. Après un premier examen,
Les médecins décidèrent de transférer Kyle par hélicoptère, en compagnie de ses parents, vers un hôpital pour enfants situé à Dallas. Avant leur départ, Renée confia Ryan à Ada et lui demanda de rentrer chez elle. Dans le même temps, elle constata que la jeune femme était en état de grande nervosité et estima qu'elle n'était probablement pas en mesure d'apporter à l'enfant l'attention dont il avait besoin. Renée appela alors une amie proche et lui demanda de se rendre à leur domicile afin de soutenir Ada. Peu après, Janet, l'amie de Renée, arriva au domicile des Lazarchik. Ada lui ouvrit la porte et l'invita à entrer. La femme, venue pour lui prêter main forte, demanda à la jeune fille de lui expliquer ce qui s'était passé. Ada lui raconta exactement la même version que celle qu'elle avait donnée un peu plus tôt à la mère de Kyle. Puis, après une brève pause dans son récit, Ada déclara en pleurant qu'elle aimait les jumeaux de tout son cœur et qu'elle ne leur ferait jamais de mal. Janet tenta de la réconforter, car tout, dans l'attitude de la jeune femme, laissait penser qu'elle était profondément bouleversée par les événements. Pendant ce temps, à l'hôpital pour enfants de Dallas, les époux Lazarchik reçurent de très mauvaises nouvelles concernant l'état de santé de leur fils. Le médecin en charge de Kyle expliqua que l'enfant souffrait de blessures particulièrement graves à la tête, ainsi que de lésions au bras et à l'épaule gauche. Un peu plus tard, un neurochirurgien vint à la rencontre des parents, visiblement sous le choc. Le spécialiste leur annonça que le cerveau du petit garçon était soumis à une pression intracrânienne extrême, rendant ses chances de survie extrêmement faibles. Selon lui, l'état de l'enfant était comparable à celui d'une victime d'un grave accident de la route ou d'une chute depuis le 6e étage d'un immeuble. En d'autres termes, tout semblait indiquer que Kyle avait été victime de maltraitance, ou plus précisément, d'un acte de violence physique infligé par un adulte. Les parents de Kyle furent profondément bouleversés par ce qu'ils apprirent. Jamais ils n'auraient imaginé qu'un tel drame fût possible. Leur première pensée fut que la nourrice avait peut-être trébuché en tenant l'enfant dans ses bras, ou qu'elle l'avait accidentellement laissé tomber, puis, submergée par la peur ou la honte, avait choisi de se taire. Cependant, les médecins expliquèrent clairement la nature des blessures subies par Kyle ainsi que la violence avec laquelle elles avaient été infligées. À la lumière de ces éléments, l'hypothèse d'un accident perdit rapidement toute crédibilité. Renée finit par appeler Janet et lui demanda de faire sortir l'autre jumeau de la maison sans délai, ce qu'elle fit aussitôt. Elle retourna ensuite sur les lieux où se trouvait encore la nourrice. Ada était assise en silence près de la fenêtre et semblait parfaitement calme. Mais quelques instants plus tard, lorsqu'une voiture de police passa devant la maison, la jeune femme perdit tout contrôle. Elle s'effondra au sol en pleurs et se mit à répéter, de manière quasi incohérente, qu'elle n'avait jamais fait de mal à Kyle. La voiture de police se dirigeait effectivement vers le domicile de la famille Lazarchik. Des inspecteurs étaient dépêchés sur place afin d'interroger Ada, la personne ayant contacté les services d'urgence. Elle était également la seule adulte présente dans la maison au moment des faits. En entrant dans les lieux, les agents constatèrent que la jeune femme était très agitée et manifestement en état de détresse émotionnelle. Janet tenta de la réconforter, mais sans grand succès. Les enquêteurs attendirent qu'elle retrouve un minimum de calme avant de commencer leur interrogatoire, dans le but de recueillir le plus d'informations possible sur les circonstances de l'incident. Une fois partiellement remise, Ada expliqua qu'elle avait sorti Kyle de sa chaise haute, qu'elle l'avait déposé sur le sol de la salle de jeu, puis qu'elle lui avait donné de légères tapes dans le dos pour l'aider à évacuer ses gaz. L'enfant, selon elle, s'était alors mis à vomir. Toujours d'après ses déclarations, elle serait allée chercher un récipient dans la cuisine afin de recueillir les vomissures, précisant que Renée n'aimait pas que des taches salissent le sol. Après un bref nettoyage, elle aurait remarqué que Kyle était devenu bleu et qu'il avait commencé à convulser. Elle déclara alors l'avoir immédiatement porté dans le salon, avoir composé le numéro des secours, puis avoir suivi scrupuleusement les instructions données par le régulateur d'urgence. Pendant qu'un agent interrogeait la nourrice, son collègue contacta l'hôpital afin de s'enquérir de l'état de santé du jeune patient. Après avoir reçu une description détaillée des blessures subies par l'enfant, le policier se tourna vers son coéquipier et lui fit remarquer que le récit d'Ada ne permettait en rien d'expliquer des lésions d'une telle gravité. Face à cette observation, la jeune femme déclara d'abord que Kyle avait peut-être heurté sa tête pendant qu'elle s'était absentée de la pièce. Toutefois, les policiers constatèrent que le sol de la chambre était recouvert d'un tapis épais, ce qui rendait cette version peu plausible à leurs yeux. Cherchant une autre explication logique,
Ada affirma ensuite que l'enfant avait pu se cogner la tête contre le cadre de la porte alors qu'elle le transportait d'une pièce à l'autre. À la demande des agents, elle montra comment, selon elle, le choc avait pu se produire. Les policiers examinèrent aussitôt le cadre en question, et plus précisément l'endroit supposé de l'impact, mais ils n'y relevèrent aucune trace de dommage. Malgré cela, Ada maintint cette version, insistant sur la violence du choc, en précisant qu'elle courait pratiquement avec l'enfant dans les bras. Pourtant, 1 minute plus tard, elle hésita, puis se contredit. Il n'y aurait finalement pas eu de choc du tout. Elle affirma qu'elle avait toujours pris soin des enfants, qu'elle ne les avait jamais secoués et qu'elle n'avait jamais levé la main sur l'un ou l'autre des jumeaux. En conséquence, la police constata qu'Ada ne cessait de modifier sa version des faits. Les agents tentèrent de la raisonner et l'exhortèrent à dire la vérité, soulignant que ces informations pouvaient potentiellement sauver la vie d'un petit garçon. Mais, à leur grande déception, la jeune femme ne fournit aucune explication supplémentaire. À l'issue de l'interrogatoire, les policiers transmirent leurs observations à leur hiérarchie, puis placèrent Ada en garde à vue dans le cadre de la procédure en cours. Au même moment, d'autres agents arrivèrent au domicile de la famille Lazarchik et commencèrent immédiatement l'examen de la scène. Une fois leur travail terminé, Janet, qui se trouvait toujours sur place pour veiller sur la maison des propriétaires, entreprit de nettoyer. Alors qu'elle faisait le ménage, elle remarqua qu'un morceau de ruban adhésif dépassait de la porte d'un placard situé sous l'îlot de cuisine. En ouvrant cette porte, elle constata qu'elle était cassée et ne tenait que grâce au ruban. En tentant de la refermer, celle-ci s'effondra aussitôt. Cet état du mobilier lui parut étrange. Elle savait que René et Mike faisaient toujours preuve de la plus grande vigilance lorsqu'il s'agissait d'objets endommagés. En règle générale, ils les remplaçaient immédiatement afin d'éviter tout risque pour leurs enfants. Guidée par une intuition, Janet signala la porte défectueuse aux policiers. Peu après, ceux-ci examinèrent soigneusement le placard, puis interrogèrent les parents sur son état. René et Mike déclarèrent tous deux qu'à leur dernière utilisation, la porte était intacte et n'avait jamais été réparée à l'aide de rubans adhésifs. À l'approche du vendredi 14 octobre, les derniers espoirs de guérison des parents de Kyle furent définitivement anéantis. Les médecins chargés de son suivi annoncèrent que le jeune garçon était en état de mort cérébrale. Submergés par une douleur indescriptible, les parents prirent alors la décision déchirante d'autoriser l'arrêt des machines qui maintenaient encore leur fils en vie. Peu après, l'enfant s'éteignit. 3 jours plus tard, le 17 octobre, les enquêteurs procédèrent à un nouvel interrogatoire d'Ada, toujours détenue dans un centre de rétention après avoir été mise en examen pour avoir volontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'un mineur. Cette fois, la nourrice déclara que la veille de l'incident, elle avait préparé des macaronis au fromage pour les jumeaux, à la demande de René. Selon ses dires, Kyle était assis sur le plan de travail de la cuisine pendant le repas lorsqu'il serait soudainement tombé au sol, se cognant la tête contre le carrelage. Ada affirma avoir alors relevé l'enfant avec précaution pour vérifier s'il était blessé. Selon elle, seule une rougeur au niveau de l'oreille droite avait attiré son attention. Elle expliqua avoir appliqué une compresse froide sur la zone concernée avant de lui administrer un analgésique. Lorsque les enquêteurs demandèrent à la jeune femme pourquoi elle n'avait pas parlé plus tôt de cet incident aux autres policiers, elle répondit qu'elle pensait tout simplement qu'ils ne la croiraient pas. Ada précisa également qu'elle n'en avait rien dit à la mère de l'enfant, car cette dernière souffrait de maux de tête en rentrant du travail. Selon la nourrice, Renée était sujette à des migraines fréquentes et lui demandait régulièrement de tamiser la lumière et de faire en sorte que la maison reste calme. Peu de temps après, Ada comparut devant le tribunal. Le juge ordonna son placement en détention provisoire dans le cadre d'une inculpation pour meurtre aggravé. Le montant de la caution fut fixé à 750 000 $. Ni la jeune femme ni les membres de sa famille ne disposaient des ressources nécessaires pour s'acquitter d'une telle somme. Elle fut donc contrainte de rester en détention jusqu'à la tenue de l'audience finale. Par ailleurs, selon le procureur général, compte tenu des circonstances aggravantes, Ada risquait d'être condamnée à la peine de mort. En complément des éléments déjà exposés, le témoignage de plusieurs experts convoqués dans le cadre de l'enquête, et notamment celui du spécialiste ayant directement pris en charge l'état de santé de Kyle, s'est avéré déterminant. Le docteur Matthew Cox, qui examina l'enfant à l'hôpital pour enfants de Dallas, déclara que le petit garçon était déjà inconscient lorsqu'il fut admis dans son service.
Il décrivit ensuite de nombreuses lésions situées sur les côtés droit et gauche de la tête, ainsi que des ecchymoses sur les 2 bras. En outre, il observa 2 petites hémorragies ayant formé des ecchymoses au niveau de la tempe droite, ce qui, selon lui, suggérait que l'enfant avait reçu 3 coups distincts, portés avec des degrés de force différents. Le médecin signala également la présence d'hémorragies cérébrales et rétiniennes, notamment à l'œil droit. Le tissu cérébral était nettement enflé, et la pression intracrânienne atteignait 90 mm de mercure, alors que la norme se situe autour de 20. Sur la base de ces constatations, le Dr Cox conclut que l'enfant avait été victime d'un traumatisme crânien majeur. L'ensemble des lésions relevées correspondaient à des coups violents assénés avec un objet contondant. Selon lui, les blessures décrites étaient compatibles avec des impacts intentionnels provoqués par un objet dur, tel qu'une porte de placard de cuisine brutalement refermée sur la tête de l'enfant. Enfin, l'expert précisa que de telles blessures ne pouvaient en aucun cas être compatibles avec une simple chute d'un plan de travail ou un choc accidentel contre un encadrement de porte. Un autre témoignage essentiel fut apporté par Kerry Quist, expert à l'Institut médico-légal de Dallas. Celui-ci avait préalablement mesuré l'écartement entre les points de fixation de la porte endommagée d'un placard de cuisine et constaté qu'il correspondait précisément à la distance séparant les blessures observées sur le crâne de Kyle. Le même spécialiste analysa également le ruban adhésif ayant servi à réparer de manière improvisée ladite porte. 2 traces d'ADN distinctes y furent relevées. L'une, nettement identifiable, appartenait à Ada. L'autre, beaucoup plus légère, n'a pu être formellement attribuée. Toutefois, les enquêteurs supposèrent qu'elle pourrait provenir de l'enfant. Après ces expertises, Mike, le père de Kyle, fut invité à témoigner à son tour. Il déclara qu'au soir du 12 octobre, son fils était en parfaite santé et que le matin du 13 octobre, il ne présentait aucune ecchymose ou trace visible de blessure à la tête. L'homme précisa qu'il avait lui-même préparé le petit déjeuner ce jour-là, ouvrant et refermant plusieurs placards pour y prendre ustensiles et aliments. Selon ses dires, toutes les portes, y compris celles qui se révéleraient plus tard endommagées, étaient alors parfaitement fonctionnelles. Il affirma que ce matin-là, toute la famille avait pris le petit déjeuner ensemble et que les enfants semblaient éveillés, dynamiques et en bonne santé. Au regard de l'ensemble des éléments réunis, il apparaît clairement que les événements ayant conduit à la mort de Kyle se sont produits à un moment où aucun autre adulte que la nourrice n'était présent dans la maison. Pendant ce temps, les 12 membres du jury s'étaient retirés de la salle d'audience afin de délibérer sur le verdict de l'affaire. Profitant de cette pause, les parents de Kyle présentèrent des photographies et des vidéos de leur fils défunt. Ils retracèrent ensuite les grandes étapes de sa courte vie, depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle. La quasi-totalité des personnes présentes dans la salle furent gagnées par l'émotion et versèrent des larmes. Quelques heures plus tard, le jury fit son retour et l'audience reprit. Ada Quadros Fernandez fut reconnue coupable de meurtre avec préméditation sur mineur et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À l'annonce du verdict, la mère d'Ada, venue spécialement du Pérou pour assister au procès, s'écria à sa fille qu'elle la ferait sortir de prison, quoi qu'il en coûte. À partir de ce moment, les parents de la condamnée entamèrent une campagne visant à contester la décision. Ils affirmèrent que le verdict ne reposait pas sur des éléments de preuve solides, mais qu'il s'agissait, selon eux, d'un acte de discrimination raciale. Ils soutinrent également que les avocats commis d'office n'avaient pas assuré une défense suffisamment rigoureuse. Par conséquent, les proches de la jeune femme condamnée prirent la décision de faire appel à des avocats chevronnés, capables de défendre au mieux les intérêts de leur fille et d'interjeter appel. Toutefois, engager de tels professionnels supposait des ressources financières considérables. Bien que la famille d'Ada ne disposât pas de cette somme, elle refusa de se laisser décourager. Au cours des mois suivants, ses membres sollicitèrent toute forme d'aide possible, tant auprès des autorités péruviennes que de la communauté latino-américaine. Ils déployèrent tous les efforts nécessaires pour réunir les fonds requis. Pendant ce temps, Ada elle-même, incarcérée dans une prison de haute sécurité, manquait toutes les occasions de faire entendre sa voix et de clamer son innocence auprès du public. Finalement, la persévérance et la mobilisation conjointe de la jeune femme et de ses parents finirent par porter leurs fruits. 3 ans plus tard, en l'an 2000, les représentants légaux d'Ada et de sa famille déposèrent un mémoire auprès de la Cour d'appel du district du Texas. Ce document concis présentait plusieurs arguments mettant en évidence des erreurs précises commises par le tribunal de première instance.
Après lecture du mémoire, la Cour d'appel rejeta 3 des 5 moyens invoqués, mais reconnut le bien-fondé des 2 autres. Cela suffit pour que les autorités décident d'annuler le jugement initial ainsi que le procès en raison de plusieurs irrégularités de procédure. À la suite de cette décision, la famille Dada entreprit à nouveau de réunir les fonds nécessaires à l'organisation d'un nouveau procès. Dans le cadre de cette campagne, elle alla jusqu'à solliciter le soutien du président du Pérou. Au milieu des démarches administratives et des préparatifs indispensables à la reprise complète du processus judiciaire, 3 nouvelles années s'écoulèrent. Le 10 juillet de l'année 2012, le processus de sélection des 12 jurés débuta. Ces personnes furent choisies par le système judiciaire parmi plus d'une centaine de candidats potentiels. Avec le soutien de son avocat, Ada continua de clamer son innocence. Toutefois, elle ne nia pas toute forme de responsabilité dans les faits. La défense fit valoir que, le 12 octobre, l'enfant était tombé de la table de la cuisine et s'était blessé à la tête. Selon la même version, la blessure aurait été aggravée le lendemain, lorsqu'Ada, courant d'une pièce à l'autre avec le garçon dans les bras, aurait accidentellement heurté sa tête contre le montant latéral de l'encadrement d'une porte. Cette fois, la défense de l'accusé étaya ses arguments à l'aide du témoignage d'un expert médico-légal invité, fort de 40 années d'expérience. Ce spécialiste confirma intégralement la version présentée par la défense. Il précisa notamment que certaines des lésions constatées sur Kyle auraient pu être survenues à l'hôpital, au moment de la pose d'un cathéter destiné à évaluer l'œdème cérébral. Cependant, ces déclarations furent vivement contestées par l'accusation. Par ailleurs, la défense fit également appel au témoignage d'un employé de l'entreprise ayant fabriqué les armoires de cuisine installées dans la maison des Lazarchik. Ce témoin présenta à la cour plusieurs hypothèses concernant les circonstances possibles de la détérioration de la porte de l'armoire. Toutefois, il n'exclut pas non plus que les faits aient pu se dérouler conformément à la version avancée par l'accusation. En fin de compte, les avocats de la défense soutinrent qu'il n'existait aucune preuve matérielle suffisamment solide pour justifier la condamnation d'Ada. Toutefois, l'accusation maintint fermement sa position, en mettant l'accent sur les conclusions des rapports médicaux, ainsi que sur les nombreuses contradictions relevées dans les déclarations successives de la jeune femme. Le moment le plus bouleversant du procès fut sans doute le témoignage déchirant du père de l'enfant décédé, qui raconta en détail les 2 derniers jours de la vie de son fils. Il tenta d'abord de décrire à la cour ce que représentait le fait de voir son enfant relié à d'innombrables tubes et appareils médicaux, maintenant artificiellement sa survie. Il évoqua ensuite le moment où tout espoir s'éteignit, avant de relater comment l'enfant fut débranché du respirateur artificiel et s'éteignit dans ses bras. À la fin du procès, la décision concernant le verdict reposait une fois de plus entre les mains des 12 membres du jury. Ils délibérèrent pendant 5 heures et demandèrent même à réécouter l'enregistrement de l'appel passé par la nourrice au service d'urgence. Finalement, ils déclarèrent une nouvelle fois Ada Quadros Fernandez, âgée de 33 ans à l'époque, coupable d'homicide volontaire sur un enfant. L'accusé fut donc à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les parents d'Ada refusent toujours de croire à son implication dans la mort de l'enfant. Ils affirment qu'un tel verdict constitue un acte de discrimination raciale et restent déterminés à introduire un nouvel appel. De retour en détention, Ada intégra l'équipe de volley-ball du centre pénitentiaire. Elle apprit également le braille et remporta un concours de dessin grâce à une représentation de la Vierge Marie qu'elle décida ensuite de mettre aux enchères. En octobre 2007, les parents de Kyle engagèrent une action civile contre l'agence ayant recommandé Ada comme candidate au poste de nourrice.